Salut à tous. Aujourd'hui vidéo spéciale Monaco-Metz, la première vidéo sur les deux rencontres qui vont nous opposer du coup au FC Metz. Si mardi on les rencontre en Coupe de France, et bah aujourd'hui c'est en Ligue 1 qu'on va les rencontrer pour la 31e journée. Match capital, forcément, pas forcément avec l'opposition qu'on a aujourd'hui, mais surtout parce que les quatre autres équipes du top 5 vont s'affronter aujourd'hui. Et il faut absolument, comme le dernier match, faire le maximum de points, prendre les 3 points pour s'assurer du coup un week-end bien tranquille en regardant les autres s'affronter et venir gratter des points au classement et surtout des places. Qu'on va le voir tout de suite sur le classement. L'AS Monaco actuellement est quatrième. On a un petit point de retard du coup sur cette troisième place occupée par l'OL. Et 4 points de retard sur les deux premiers qui, comme je l'ai dit, vont s'affronter justement. Donc en cas de victoire de notre part, on pourrait revenir du coup à un point du perdant de ce match-là ou à 2 points en cas de match nul. Donc vraiment on pourrait arriver à resserrer enfin l'écart qu'il y a avec le podium. Donc c'est vraiment pas l'occasion à rater. Tout simplement. Si on regarde un peu plus derrière nous, du coup, on a 11 points d'avance, sachant qu'il en reste 24 de jouables, donc ça commence à être un bon petit matelas, en sachant que bien sûr que Lens reçoit Lyon. Donc là aussi, très très gros match en vue. Quel que soit le résultat, il nous sera favorable. Soit on arrive à passer devant Lyon, tout simplement parce qu'ils font un mauvais résultat et nous un bon résultat, ou alors on creuse l'écart avec Lens en cas de victoire de Lyon et de Monaco, ce qui pourrait nous assurer quasiment certainement cette place en Europa League qui est très importante. Si on regarde bien, on a aussi 14 points d'avance sur Marseille. Donc ce qui fait que du coup l'Europa League, même l'Europa League conférence est quasiment assurée aussi. Donc la Coupe d'Europe, en tout cas, ça sent bon pour l'année prochaine et tant mieux. Ça fait très très plaisir. À noter du coup que Monaco est sur une série quand même extraordinaire, de une défaite seulement en 17 matchs, donc ce serait vraiment pas le moment de craquer, surtout qu'on est vraiment dans la dernière ligne droite, qu'on a enfin l'opportunité d'aller chercher cette troisième place, alors qu'on est depuis je crois 12 journées de suite à cette quatrième place. Si on pouvait arriver à grimper d'une place, ce serait quand même formidable. Si on regarde un peu plus bas, et du coup on va retrouver, bien je suis en train de m'apercevoir du coup que c'est pas la bonne image, je suis en train de m'apercevoir qu'on est sur l'image de Saint-Etienne, je sais pas pourquoi, attendez, je vais repasser sur celle de Metz, étrangement, j'ai pourtant bien checké tout ça avant, je m'excuse de faire ça du coup sur le live. Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, du coup je suis en live sur Twitch, donc forcément, hop, et voilà, ce sera quand même beaucoup plus intéressant à regarder. Voilà, si on regarde du coup un peu plus bas, du coup on retrouve le FC Metz qui est à la 9ème place à l'heure actuelle, qui est toujours à 6 points de l'Europe, donc pour eux c'est toujours possible, ils ont toujours des espoirs d'aller les chercher. Ils sont beaucoup moins bien sur les 3 derniers matchs, une série de 3 matchs sans victoire, qui se explique en partie, on le verra, par l'absence de leur gardien. On pourra en parler tout à l'heure quand on sera dans les groupes. Et ben justement, on va commencer à parler des groupes et de celui de l'AS Monaco. Et pour une fois, on a un groupe qui est quand même différent. On a eu l'habitude d'enchaîner avec quasiment toujours les mêmes groupes, les mêmes 20 joueurs appelés à une différence près du gardien qui changeait à domicile ou à l'extérieur. Cette fois-ci, du coup, on est bien différent parce qu'on a des changements dus à cette trêve internationale qui nous a coûté un peu cher malheureusement. Le premier absent c'est Aguilar qui malheureusement du coup a contracté le Covid, cinquième joueur de l'AS Monaco cette année à l'avoir, du coup qui sera absent pour ce match-ci. À mon goût c'est vraiment très très dommage, que c'est typiquement le genre de joueur qu'on aurait aimé avoir contre une équipe du FC Metz qui est vraiment qui joue énormément en contre-attaque, et c'est vraiment le joueur de couloir qui est capable de faire les efforts en attaque et en défense qui aurait été vraiment très très précieux. Donc c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là sur ce match-là. J'espère du coup que sa période se finira avant le match de Coupe de France parce qu'on en aura bien besoin. Autre joueur très très important absent, Chouameni. On le savait, de toute façon, il avait reçu ses 3 cartons jaunes qui le suspendaient pour ce match-là. Donc dans tous les cas, il était absent. Il a pris un très mauvais coup avec les internationaux contre l'Islande. On a eu peur parce que c'est vrai que les images sont vraiment très moches, mais heureusement, les nouvelles sont rassurantes. A priori, ce serait qu'une semaine d'absence. Il devrait revenir assez vite. Peut-être pas forcément pour le match de Coupe de France, mais on peut l'espérer pour le prochain match à domicile contre Dijon, il me semble. Le retrouver parce qu'il est très très précieux actuellement, vraiment dans une très très grosse forme. Ça aurait été vraiment très dommage d'avoir une blessure longue. Autre joueur absent aussi assez important, qui a raté aucun match depuis le début de la saison. Il a joué tous les matchs, pas forcément comme titulaire, mais au moins il est rentré à chaque fois. C'est Diop qui sera absent parce qu'il du coup il s'est fait opérer de la main. Même s'il a repris les entraînements collectifs, du coup il est préservé sur ce match-là, doit être de retour, je pense lui par contre pour le match de coupe.
Il s'ajoute à la liste des absents sur ce match-ci. Et le dernier absent est Goebbels, qui est absent du coup pour le 9e match de suite. C'est le seul parmi les 3 absents qu'on avait depuis un long moment qui est encore absent, qui est du coup en phase de reprise actuellement. Comme on peut le voir, du coup il y a un retour de Gelson Martins après 13 matchs d'absence. Il est enfin de retour. On peut même espérer qu'il joue un petit peu, parce que du coup il est bien revenu avant la trêve et a pu faire les entraînements collectifs. Pellegrini aussi, à la surprise un peu générale, a retrouvé du coup le groupe. A priori sa blessure est passée. Ça fait plaisir du coup de le revoir lui aussi parmi les joueurs présents et d'avoir apporté une solution sur le banc. C'est vrai qu'on commençait à en avoir un peu moins sur les attaquants par moment pour un peu les faire souffler. À noter aussi que Golovin, il aussi a eu des pépins physiques pendant la sélection. Blessure, sortie sous blessure sur le premier match avec la Russie. On a là aussi peur que son genou ait reçu un mauvais coup, qu'il soit absent aussi. Avec Diop, ça aurait fait beaucoup. Heureusement, voilà, il a été titulaire dès le match d'après, a priori plus de peur que de mal. Heureusement pour nous. Parmi les joueurs du coup pas appelés, voilà, les 2 gardiens, on sait que Mannone du coup sera forcément du groupe pour la Coupe de France. On trouve Aïd Benasser du coup qui est absent et du coup Milo qui n'a pas été appelé aussi. Parmi les joueurs qui sont potentiellement suspendables, du coup il n'y a que Badiachil qui peut être suspendu. Il a eu un carton jaune contre Saint-Etienne, ce qui fait qu'il rentre dans une période de 10 matchs et il est sur son 10e match. Donc voilà, il ne faut pas qu'il prenne de carton jaune sur ce match-ci, sinon il sera suspendu. Non pas en coupe, non pas à la réception du vent, mais encore après, ce sera contre Bordeaux, sur le déplacement à Bordeaux. Donc voilà, si on pourrait éviter de se prendre cette suspension, ce serait bien, parce qu'après ça, il sera bien plus tranquille. Maintenant, on va s'intéresser plus au groupe du FC Metz. Un groupe sans grosse surprise, les absents habituels sont toujours là. Les absents de Nian, qui est absent depuis le début de la saison, et c'est pas plus mal, s'il avait fait un début de saison quand même tonitruant avec 6 buts en 6 matchs. Ligament croisé malheureusement pour lui, donc il est toujours absent. Nguet aussi, l'autre attaquant, est absent depuis maintenant une bonne dizaine de matchs, est absent. Cette fois-ci, les bonnes nouvelles, si on peut dire côté Monica, c'est l'absence de Pajot, qui était revenu 3 matchs titulaires et du coup il a rechuté. Donc il sera absent sur ce match-ci. Et bien sûr, la grosse absence qui nous est très favorable, c'est Okinja, le gardien du FC Metz, très très bon gardien qui a des stats énormes cette saison. Je rappelle qu'il est le 3e meilleur gardien au niveau des statistiques en Ligue 1, avec 75% d'arrêts, ce qui est énorme, 2,7 arrêts par match aussi. Et du coup, qui est absent, il est sur son 4e match de suspension, parce qu'il a récolté un 4 plus 1 match de sursis. C'est le dernier match, donc il sera de retour forcément en Coupe de France. Et donc du coup, on va retrouver un ancien de la maison, Caillard, dans les cages. Autre nouvelle aussi, on peut noter le retour de Endoram, qui a quasiment peu joué pendant toute la saison, et du coup il est de retour dans le groupe, spécialement contre nous, c'est un peu dommage. Bon, après il y a peu de chances quand même qu'il soit titulaire, peut-être un petit bout de match contre nous, mais voilà, donc pas trop de... On a toujours un peu peur des anciens joueurs du club, ce qu'ils pourraient faire contre nous. Déjà on va essayer que Kerr ne nous sorte pas un gros match, sachant qu'il a aussi de très bonnes stats, il a 69% d'arrêt cette saison sur 4 matchs, donc ce qui le classerait vers la 10e place. 4 matchs c'est pas assez pour entrer dans le classement des gardiens, mais voilà, il serait quand même dans le top 10. Sachant que nous, de notre côté, le compte, malgré l'enchaînement des clean sheets, reste toujours le 22e gardien sur les 22 classés, avec 59% d'arrêt. Malheureusement, c'est sûr, il fait des clean sheets, mais il ne fait pas d'arrêt non plus, puisque notre défense est quand même très très hermétique et laisse passer très très peu de frappes. Donc pas trop de changements de son côté. Voilà ce qu'il en était du coup des joueurs absents du côté du FC Metz. Si on regarde de plus près les joueurs dangereux de ce côté-ci, le meilleur buteur il est absent, c'est Nian, mine de rien, qui est avec seulement 6 matchs est toujours le meilleur buteur avec ses 6 buts. Derrière on retrouve Boulaya, qui est le seul joueur à avoir 5 buts, 5 passes décisives aussi pour le milieu offensif. Et c'est le seul joueur qui monte aussi haut au classement des buteurs, donc c'est assez pauvre au niveau de la quantité. Par contre, beaucoup de joueurs, j'ai compté 13 joueurs qui avaient marqué un but cette saison en Ligue 1 du côté du FC Metz. Donc voilà, la menace peut venir de partout et on verra ça quand on va voir les statistiques. C'est une équipe qui joue énormément en contre-attaque, et donc pas forcément sur un ou deux joueurs, c'est vraiment tout le bloc qui remonte en contre-attaque. Et le danger peut venir un peu de n'importe qui cette saison, parce qu'ils font quand même une bonne saison, il faut le rappeler. Les statistiques justement, hop, si j'affiche celle de Monaco ce serait un peu mieux. Allez, hop, les statistiques. Les statistiques de l'AS Monaco, pour commencer, à noter qu'on est la première équipe à domicile, la meilleure équipe à domicile. On a exactement le même bilan
le même nombre de points gagnés à domicile que Lille, mais on a un match de moins, donc ce qui nous permet d'être la meilleure équipe à domicile. Je rappelle notre bilan, 9 victoires, 5 nuls et une seule défaite, la fameuse défaite contre Lens qui nous fait très très mal. Depuis cette défaite, c'est 7 matchs en défaite qu'on a enchaîné, mais quand même 3 nuls sur 7 matchs, ça fait quand même beaucoup, donc ce serait pas le moment de perdre des points à domicile, c'est le moment d'aller en gagner, parce qu'on en a absolument besoin. Voilà, il faut redresser un petit peu la barre de ce côté-ci. Notez côté de l'attaque, on est la deuxième meilleure attaque à domicile avec 2,1 buts. Et attention, en défense, c'est passé la sixième meilleure défense, forcément, en enchaînant les clean sheets avec 1,1 but seulement encaissé. Sixième défense, c'est quand même pas mal, alors que là, on était plus à la 12-13e et encore quelques journées de ça. Forcément, on a enchaîné vraiment des très très bons résultats. On est sur 3 matchs consécutifs avec un clean sheet, si on compte bien sûr le match contre Nice en Coupe de France. Si on regarde plus largement, c'est 6 clean sheets sur les 8 derniers matchs. Vraiment une solidité défensive impressionnante depuis plusieurs matchs qui fait vraiment notre force. Et donc j'espère qu'on va pouvoir continuer à en profiter, surtout sur ce match contre le FC Metz. Justement, du coup, si on regarde le FC Metz et les statistiques qu'ils peuvent avoir à l'heure actuelle, donc c'est la 7ème équipe à l'extérieur, quand même une bonne équipe en déplacement. 6 victoires, 5 nuls et 4 défaites pour eux. Il reste quand même sur une très très bonne série, parce que sur les 8 derniers déplacements, toutes compétitions confondues là aussi, c'est une défaite et un match nul seulement. Voilà. Sinon, beaucoup de victoires. Donc une équipe qui est plus ou moins en forme, même si, comme on peut le voir, sur les derniers matchs, ça a calé, c'est des moins bons résultats. En championnat, du coup, c'est 3 matchs sans victoire, comme je disais, 2 défaites et un match nul, qui coïncide aussi avec la suspension de leur gardien, qui a commencé du coup sur cette défaite à Angers. Suspendu du coup à la fin du match. Côté attaque, du coup, c'est 1,3 buts, c'est une attaque plutôt middle, 10e du championnat. Par contre, en défense, c'est la 5e meilleure défense en déplacement, seulement un but encaissé par match. Même si on peut le voir sur les derniers matchs, ça encaisse plus de buts, forcément, c'est pas la même qualité de gardien, comme on l'a pu le dire tout à l'heure. Et du coup, sur les statistiques générales entre les deux équipes, elles sont forcément en la faveur de l'AS Monaco. Monaco, forcément, une équipe très offensive qui tire beaucoup. C'est la 5e équipe à frapper le plus dans ce championnat. Metz, c'est quand même 8e, voilà, pas très loin non plus. Il n'y a pas un gros écart. L'écart se situe surtout sur le nombre de tirs concédés. Voilà, Monaco fait vraiment verrou depuis plusieurs matchs et ça nous a permis de monter très très haut. On est la 2e meilleure équipe. La première étant Lille, bien sûr. Alors que du coup Metz est seulement 14e, beaucoup plus bas, laisse beaucoup d'opportunités, même si, comme on a pu le voir, c'est une équipe qui joue très bas, avec un bloc bas, avec une défense à 5, donc il y a beaucoup de frappes, mais beaucoup sont contrés aussi avant d'arriver sur le gardien, qui en plus font des arrêts formidables. Là où par contre Monaco a clairement le dessus, c'est au niveau de la possession. Monaco est une équipe qui joue et qui a besoin du ballon. Actuellement, c'est la 3e meilleure équipe à ce jeu-là, là où Metz est seulement 18e, et surtout ils sont 20e à l'extérieur. Donc c'est vraiment une équipe qui laisse complètement le jeu à l'adversaire, qui joue en contre-attaque. C'est d'ailleurs la 2e meilleure équipe de contre-attaque qui a marqué le plus de buts en contre-attaque cette saison en Ligue 1. La première étant le PSG, ça pourrait surprendre, mais bon, c'est vrai qu'ils ont un jeu de transition très très rapide aussi. Voilà, donc attention à cette arme-là. On peut le voir aussi sur le style de jeu. Au niveau des passes, Monaco est la 5e équipe à faire le plus de passes, là où Metz c'est seulement 18e. 19e, non, c'est bien ça. 19e équipe. Et pareil, ils ont un taux en dessous de 80%, c'est assez rare sur le taux de passe en dessous de 80%. C'est une équipe qui joue là aussi très très rapidement en première intention. C'est pas une équipe qui construit son jeu, c'est un jeu de contre-attaque. Donc vraiment à faire attention de ce côté-ci. Pour une fois, on est devant sur les clean sheets, devant une équipe forcément, on les a enchaînés ces temps-ci, donc forcément on est revenu enfin devant nos adversaires et c'est pas plus mal. Petit point sur l'historique entre les deux équipes, et là c'est un très très bon historique entre ces deux équipes, surtout très très bon pour Monaco. Si au général c'est 47% de victoire, ce qui est pas mal, mais c'est soit à l'extérieur où on a un peu plus de difficultés à faire de la statistique. À domicile, par contre, c'est formidable, c'est 68% de victoire, ce qui est énorme. Il y a seulement 4 défaites contre Metz, donc ça me ferait vraiment chier personnellement d'en ajouter une 5e ce soir. On est sur une série de 11 matchs en championnat sans perdre à domicile contre eux, seulement 3 matchs nuls en plus, donc ce serait vraiment bon d'en rajouter une nouvelle. Comme vous pouvez le voir, depuis qu'on est remonté en Ligue 1, il n'y a que 2 accros, le fameux 3-0 assez sévère l'année dernière en début de saison contre eux. Et le fameux match de Coupe de France, on en reparlera un peu plus mardi, quand je ferai mon avant-match, cette défaite 3-1, qui avait coûté cher à Thierry Henry, il me semble d'ailleurs. Voilà. Sinon, c'est que des victoires contre eux, donc ce serait bien d'en rajouter une nouvelle. Hop, les médias compos qui sont sortis ce matin.
très peu de différence entre les deux compos de Nice Matin et de l'équipe. On s'attend vraiment à avoir des 11 assez fixes. Côté Monégasque, du coup, la seule différence qu'il y a, c'est entre Dissassi et Maripane pour la défense centrale. J'avoue que j'aime beaucoup le 11 de l'équipe qui nous a mis vraiment une équipe très très offensive sur le terrain et c'est bien parce que c'est exactement ce qui va se passer vu qu'on va avoir la possession, qu'on va jouer très très haut chez eux. On va se retrouver avec cette ligne de quasiment 5 attaquants. C'est marrant parce que du coup c'est vrai que ces derniers temps ils mettaient plutôt une défense à 5. Donc c'est intéressant de les voir dans ce dispositif là. À noter du coup la titularisation de Diatta vu que Aguilar a le Covid est absent, que Gelson n'est pas encore assez frais, que Diop n'est pas là donc on ne peut pas s'imaginer avoir Diop Golovin sur le terrain. Logiquement ce serait Diatta qui serait titulaire pour eux. On pourrait aussi imaginer avoir une attaque de 3 attaquants avec Jovetic. On l'avait fait en début de saison de contre Strasbourg. Voilà, je pense plutôt qu'on va jouer sur un joueur offensif et très très rapide comme Diatta et profiter de ça. Côté du coup Messin, la seule différence ça se situe en attaque entre Yad et Gay. C'est le seul changement dans le 11, sinon on retrouve vraiment un 11 classique avec les joueurs du coup à disposition, forcément parce que Pajot n'est plus là. Sinon on retrouve à peu près le même 11 avec Caillard forcément dans les cages, l'ancien monégasque. En espérant que du coup ça nous réussisse comme quand on joue contre Nardi, avec qui on arrive à passer pas mal de buts. Ce serait bien qu'on fasse la même chose contre Caillard. Le petit point sur l'arbitrage, et là ça pique un petit peu, parce que du coup c'est Mickaël Lesage. Non, pourquoi j'ai laissé Mickaël Lesage, je me suis trompé, c'est Monsieur Hamel qui joue, j'ai oublié de changer le nom de la personne, que c'est bien sa photo. Hein. Ça nous réussit absolument pas, et je pense que Matazo ça ne va pas lui plaire non plus, puisque c'est le fameux arbitre qui lui a collé son carton rouge pour avoir fait une passe. Hein. Je vous rappelle que sa passe a fini malheureusement sur la jambe de l'adversaire. En lui faisant une semelle, sachant qu'il ne pouvait pas le voir parce qu'il lui est passé devant en venant par derrière, donc du coup ça lui a valu un carton rouge très très malheureux. Et du coup bah, il va retrouver cet arbitre là qui nous avait déjà mis un rouge aussi, vous pouvez le voir sur le dernier match que j'ai noté, c'est le match à Chambly, c'était le carton rouge sur Radji. Donc attention, même au niveau des cartons jaunes, c'est un arbitre qui est très très haut, un arbitre qui nous donne beaucoup de cartons jaunes, donc attention surtout à Badiachil de ne pas prendre son carton jaune pour son match de suspension. Voilà, il est classé 21e sur les 24 arbitres qui nous ont arbitré depuis 2016, ce qui est beaucoup. Ah, alors j'ai une bataille de chats chez moi. Voilà, concernant les pronos ASM, donc voilà mon 11 que j'ai saisi pour ma part. Donc on retrouve quasiment le 11 de l'équipe et de Nice Matin. La seule différence du coup c'est que moi j'ai mis Maripane et Dissassi titulaires. Je n'ai pas choisi de mettre Sidibé. La raison c'est que je m'attends vraiment à jouer contre une équipe qui joue la contre-attaque et malheureusement on n'a pas Aguilar et Diatta n'est pas du tout un défenseur et on va avoir besoin du coup de vraiment de très très bien défendre sur ce côté-ci, de pas se faire prendre en contre-attaque parce que c'est vraiment le jeu de Metz, c'est vraiment là où ils peuvent être dangereux contre nous. Donc je choisis plutôt de vraiment mettre une défense à 3 avec 3 vrais centraux pour vraiment bloquer ce côté-ci, laisser beaucoup plus de liberté à Diatta qui puisse monter très haut et apporter du coup un surplus niveau offensif sans avoir cette idée de devoir faire les allers-retours en défense. Après, sachant que je n'arriverai pas à décider si il faut choisir entre Dissassi et Maripane lequel va être titulaire. Franchement, c'est du 50-50 entre les deux actuellement. Donc dans tous les cas, je perdrai forcément un point sur un de ces deux jours-là, donc autant le perdre sur Sidibé. Ça, voilà, ça change pas grand-chose. Je vis surtout le 10 sur 11. Et si je vois juste dans la tactique que pourrait avoir Kovac, j'arriverai à gâter ce 11e point. Concernant le score, je suis parti sur un 2-1. Voilà, c'est une équipe qui défend quand même très bien, qui ont des très bons gardiens, même si c'est Caillard, ça reste un bon gardien. Je pense qu'on va arriver à mettre au moins 2 buts sur ce match-là et se faire prendre sur un but sur en contre-attaque. Metz reste une équipe quand même assez bonne offensivement, qui marque pas mal de buts, même si on a enchaîné les clean sheets, à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc voilà, le 2-1, ça reste le score assez logique qu'on met régulièrement. Donc je l'ai choisi. Est-ce que Monaco aura plus de 60%? Oui, 60% c'est beaucoup hein, quand même, mais c'est vrai qu'on regarde les matchs du FC Metz contre les grosses équipes à l'extérieur, c'est souvent entre 35 et 37%, ils laissent vraiment beaucoup le ballon à l'adversaire. Donc je pense que oui, on sera au-dessus des 60%. Concernant Jovetic, est-ce qu'il sera décisif encore une fois? Parce que je rappelle qu'en sélection, il a aussi marqué 2 buts. Je pars du principe qu'il ne sera pas titulaire, donc beaucoup moins d'opportunités de marquer un but. Même si ça risque d'être un match un peu serré au début et du coup que ça peut se jouer sur les remplaçants. Donc il pourrait avoir sa chance, hein, forte chance. De toute façon, il pourrait même être titulaire. Donc ça a été un peu la surprise contre Saint-Etienne et une très bonne surprise qui nous fait vraiment un début de match extraordinaire.
je prends non parce que voilà, il y a plus de chances que ce soit non. Concernant le monégasque du match, j'ai choisi Voland parce que c'est un joueur qui est plutôt sur courant alternatif. Il fait un bon match, un mauvais match, un bon match, un mauvais match. Un joueur qui est régulièrement décisif, donc très important dans la notation forcément, donc il récolte plus facilement des bonnes notes que ses petits copains. Son match à Saint-Etienne n'est pas extraordinaire. Il, lui, a eu, comparé aux autres, la possibilité de se reposer pendant cette trêve internationale. Donc je me dis qu'il y a de grandes chances qu'il soit décisif sur ce match-ci. Donc c'est pour ça que je le choisis. Voilà. Et ben c'était tout pour cette partie-ci. Sur la partie sur YouTube, du coup, je vais laisser. Je vais enchaîner du coup sur la partie chat. On va échanger avec ceux qui sont présents. Vous êtes bien une bonne vingtaine de personnes qui sont présentes. Ça fait très plaisir en tout cas. Et du coup, la vidéo va s'arrêter là pour YouTube. En tout cas, merci. Et je précise que du coup, Radio Diagonale fera un débrief de ce match dans la foulée, juste après le match. Le match est à 13h, donc à 15h. Je ne serai pas présent sur celui-ci. Je ne ferai pas ma 100e émission avec eux sur ce débrief-là, sûrement plutôt sur le débrief de match Coupe de France. Je tiens aussi à me remercier énormément toutes les personnes qui m'ont fait des retours sur ma vidéo sur les joueurs prêtés. Vraiment très très bien marché. Si le live sur Twitch était plutôt moyen, pas eu grand monde, par contre sur la vidéo YouTube a vraiment bien marché. Plus de 900 vues, c'est vraiment extraordinaire. Ça fait énormément plaisir. Ça me pousse à continuer et à donner des petites vidéos de ce style-là. En tout cas, merci à ceux qui me suivent sur YouTube et qui m'ont follow aussi pendant mes dernières vidéos. Ça fait très plaisir. À très vite.